sommes samedi 28 février 2026. Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous du samedi la semaine sur Kalangou. Nous revenons sur les faits marquants qui ont façonné l'actualité nationale de la semaine qui s'achève. Et juste après cette édition en français, nous vous proposerons un mini-documentaire sur une construction emblématique en Banko, la mosquée du village de Yama dans la région de Tawa. Je suis Rayla Tsoumana pour la présentation. Nous débutons d'abord cette rétrospective avec cette tournée des membres du Conseil consultatif de la refondation CCR à l'intérieur du pays. Ils mènent des activités de sensibilisation sur les missions de l'institution. À Agadez, Bana Ibrahim, conseiller au CCR, revient sur les objectifs de ces déplacements en région. Cette mission de contact terrain vise deux objectifs. Le premier objectif, c'est accroître la visibilité du CCR, expliquer ses missions, ses objectifs aux populations d'Agadez. Le deuxième objectif, c'est d'expliquer l'ordonnance signée par le président de la République portant cadre général de la mobilisation générale. Nous avons une série d'activités dont cette conférence publique. Les échanges aujourd'hui ont porté sur le CCR, ce qu'il fait, sa mission, et aussi sur la mobilisation générale, qu'est-ce que c'est, comment se passe la réquisition, comment les populations participent pendant cette mobilisation générale, comment les services de l'État sont organisés. Dans le même registre, en fin de mission au Niger, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Mama Keïta, a été reçue par le président de la République. Elle a fait le point sur la coopération durant l'année et demie passée au Niger. Un extrait de son allocution à la sortie d'audience a été recueilli par la RTN. Je suis venue apprécier la coopération, faire le point de là où j'ai pris la coopération et là où elle est aujourd'hui. Et ensemble, on se félicite vraiment des progrès, du renforcement de la confiance et également des résultats qu'on a pu obtenir ensemble. Il m'a souhaité bonne chance dans ma carrière. Il m'a encouragé à rester en contact avec le Niger, ce que je ferai avec devoir et responsabilité. Je retiens du Niger un peuple généreux, un peuple fortement humain et un peuple dont j'admire la simplicité. Autre sujet marquant de cette semaine, la police nationale de Gaïa a présenté ce mercredi aux autorités un individu qui escroquait des passagers. Il a été interpellé dimanche dernier à Gaïa. Des précisions avec le directeur départemental de la police, le commissaire principal Jibo Isaka. Il avait demandé aux passagers là de cotiser chacun la somme de 500 francs. Nous avons des voyageurs qui ont témoigné que ces 500 francs collectés sur chacun d'eux là, le chauffeur avait dit que c'est pour leur faciliter le passage au niveau des postes de contrôle. Et ce qui n'est pas normal parce que quand un individu voyage et qu'il a ses bagages, c'est à l'autorité compétente de fouiller ses bagages. C'est pas à un conducteur de véhicule de ramasser de l'argent avec des passagers pour les soustraire de ce contrôle des FDS dans le département. Nous sommes là pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Donc, en aucun cas, nous ne devons pas faire des pratiques qui apportent les gens à raconter que les FDS, la police, est en train de racketter les gens sur les postes. Actualité oblige, nous parlons religion dans cette édition. Les communautés chrétiennes, catholiques et évangéliques sont entrées en période de carême. Cette année, il a commencé le 18 février en même temps que le Ramadan. Le pasteur Habou de l'église évangélique et le père Menzan Kwame de l'église de mission catholique de Tirozérine se sont exprimés sur la pratique. Un jeûne reste un jeûne. Cependant, la différence, c'est que les musulmans jeûnent pendant 29 ou 30 jours, tandis que les chrétiens jeûnent pendant 40 jours. Les musulmans mangent à l'aube, c'est-à-dire le sahur, aux environs de 5 heures du matin et rompent le jeûne vers 19 heures. Les chrétiens, eux, ne le font pas ainsi. Pour eux, c'est du crépuscule au crépuscule. Le carême, ce n'est pas seulement ne pas manger ou ne pas boire. Non, le carême comporte 3 éléments. La prière, l'aumône ou le partage et la pénitence. Toujours en lien avec le jeûne, les opérations de prélèvement de sang au Centre national de transfusion sanguine de Zender se déroulent après l'iftar, la rupture du jeûne. Selon Bori Issoufou Danlele, responsable du centre de Zender, les donneurs volontaires sont rares alors que la demande est forte. On l'écoute. Le besoin au niveau du CRTS de Zender, c'est environ 80 poches par jour. Or, avec le taux qu'on a de donneurs volontaires
avant même le carême, tourne autour de 10 volontaires par jour et ça ne comblera pas le trou. C'est vraiment pas facile d'avoir des volontaires dans la nuit pendant le carême. On ne privilégie pas un groupe. Mais si nous avons par exemple le groupe O+, en grande quantité, donc à défaut, ça peut combler les autres A+, B+, AB+. Ça fait 2-3 semaines en déficit de B+. On a eu énormément de problèmes par rapport à ça. Dans un autre registre, une équipe internationale conduite par le paléontologue Paul Sereno a découvert dans la région d'Agadez une nouvelle espèce de dinosaure, Spinosaurus mirabilis. L'animal long d'environ 12 mètres pour une masse estimée entre 5 et 7 tonnes se distingue par sa crête. Mohamed Alassane, docteur en archéologie, revient sur cette trouvaille. Le Spinosaurus mirabilis, découvert par une équipe de paléontologues américains de l'université de Chicago, a été découvert au nord-est d'Agadez, dans la région d'un village à côté de Djankebi. Cette découverte a permis de mettre en exergue une nouvelle espèce qui n'a jamais été découverte au monde, qui fait la différence avec les autres dinosaures d'une présence d'une crête sur la tête des dinosaures. Cette crête supposée nouvelle dans le monde entier, qui permet aussi de se communiquer avec ses congénères, de faire la différence entre les mâles et la femelle. Donc cette découverte aujourd'hui, elle réconforte les scientifiques, elle réconforte la région d'Agadez, elle nous met en valeur encore une fois de plus ce qui se concorde avec le patrimoine paléontologique dans le monde. Selon Didier Duteuil, paléontologue membre de l'équipe de Paul Sereno, cette découverte pourrait profiter aux communautés et artisans locaux et au Niger en général. Un tourisme scientifique pourrait bien entendu naître avec des guides bien formés sur la médiation scientifique traitant de la paléontologie ou de la géologie. Nous ne sommes pas spécialisés du commerce et de l'artisanat, mais des figurines en bois ou en métal représentant des dinosaures nigériens pourraient être sculptés ou forgés. Je me souviens, il y a quelques années, avoir commandé au Musée national Boubouama un batik représentant le dinosaure Jobaria. J'avais fait un dessin succinct et j'avais dit à l'artisan d'aller voir le squelette de Jobaria et il m'avait fait une pièce de batik et une véritable œuvre d'art. À terme, le musée national Boubouama pourrait créer ses propres moulages de dinosaures. Il pourra proposer ses propres expositions et surtout les louer à l'international. Enfin, côté culture, une exposition photo retraçant l'histoire de Niamey a été officiellement lancée cette semaine au Centre culturel Mustapha Alassane. Cette activité menée par les autorités municipales s'inscrit dans le cadre du centenaire de la ville placé sous le thème Niamey des origines à l'horizon 2050. L'événement attire des curieux, on les écoute. Je suis vraiment très ravi de connaître un peu l'histoire de notre capitale. Je félicite vraiment les initiateurs. J'ai vu ce que nos ancêtres nous ont laissé. Cette exposition est vraiment instructive, c'est merveilleux. À travers ces images, on voit l'évolution de Niamey. Je recommande aux habitants, surtout les jeunes, de venir voir leur histoire et découvrir qui ils sont. Nous avons trouvé des choses passionnantes. Ça nous a permis de découvrir l'âme de la ville de Niamey. Je suis passionné de l'histoire. J'ai vu des choses sur lesquelles j'avais des doutes auparavant. Sauf qu'à la fin, la vision futuriste donne à revoir. Et pour terminer sur une note de tradition, découvrons ensemble la recette de la Ngei Kouloua, une bouillie de mil au natron, présentée comme une spécialité kanouri. Elle est généralement préparée pendant le mois de Ramadan pour la rupture du jeûne, selon Mme Falmata, que je vous propose d'écouter. Consommer la bouillie au natron durant la période de jeûne est une tradition bien ancrée et pas seulement à Difa. Cette bouillie est présentée comme un aliment liquide qui soulage le cœur, procure une sensation de bien-être et aide à étancher la soif durablement tout en évitant les ballonnements. Pour la préparation, on utilise du mil de qualité bien nettoyé avant de moudre les grains. On y ajoute du piment rouge, du gingembre, des clous de girofle et du natron. Le poivre appelé kimba est facultatif. Ensuite, le mélange est délayé avec de l'eau chaude. Certains peuvent ajouter du sucre pour relever le goût. La bouillie est alors prête à être consommée au moment de la rupture du jeûne ou à l'aube.
À présent, place à notre mini-mag consacré à la construction en Banko. Dans la région de Tawa, le village de Yama abrite une mosquée emblématique entièrement bâtie en Banko. Ce lieu de culte occupe une place centrale dans la communauté et illustre le savoir-faire ancestral des bâtisseurs nigériens. Des détails dans ce documentaire signé Adama Dawaki. Depuis des siècles, la terre crue façonne les paysages du Niger. Appelé localement Banko, ce mélange simple de terre et d'eau incarne à la fois modernité et tradition. Il a servi à bâtir des habitations, à faire vivre des cultures et à construire des rêves. Dans la région de Tawa, le village de Yama abrite une mosquée emblématique, érigée en Banko. Cet édifice, au cœur de la vie communautaire, est le témoin vivant du savoir-faire ancestral des bâtisseurs nigériens. Il y a 35 ans, la mosquée de Yama a fait l'objet d'une réhabilitation, non pas parce qu'elle menaçait de s'effondrer, mais pour lui redonner tout son éclat d'origine, dans le respect de son architecture traditionnelle. Parmi les paysans ayant participé à sa construction figure Al-Haji Abou Moussa, ancien maçon qui se souvient encore avec fierté de cet ouvrage collectif qui a remporté le prix Aga Khan de l'architecture marocaine en 1986. Le studio Kalangu, à travers un documentaire réalisé par Adama Dawaki, vous invite à découvrir cet édifice religieux de grande renommée, véritable symbole du patrimoine culturel et spirituel du Niger. Les bancos, matière malléable, se travaillent avec aisance. À la différence du ciment, il garde une souplesse qui facilite les ajustements au fil du temps. Saadou, maître maçon spécialiste construction sans bois. Ce que j'ai compris avec le banco, c'est une matière qui est vraiment douce. Elle est élastique, c'est pas comme le ciment. Aujourd'hui, le banco pouvait casser et reprendre l'architecture comme vous voulez, alors que le ciment ne pouvait pas le faire. Si vous laissez un gassage d'un sac de ciment et vous partez demain, vous l'avez perdu. Mais le banco, aujourd'hui, vous faites le gassage. Faites vos brouillettes, vous pouvez mettre de l'eau, jusqu'à une semaine, vous pouvez travailler avec. Pourtant, malgré ses qualités, la construction en banco est aujourd'hui marginalisée, surtout en milieu urbain. Omar Bambelo, architecte spécialiste en construction traditionnelle. C'est un matériau qui n'est pas encore considéré en griffe, j'allais dire, par les autorités même qui gèrent l'urbanisme au Niger. Il y a peut-être plusieurs raisons. Question de prestige déjà. Les gens pensent que quand on construit en banco, comme on dit chez nous, ça veut dire que tu n'as pas les moyens de. C'est pour ça que tu construis en terre. Je pense que c'est un élément qui vraiment freine un peu la consommation de ce matériau dans la construction dans le milieu urbain. Nous sommes à Yama, village situé à une quinzaine de kilomètres de Mouja dans la région de Tawa. C'est ici qu'a été érigée, il y a près de 60 ans, une mosquée construite entièrement en banco. Et nous avons trouvé des maçons en train de malaxer les bancos en vue de réhabiliter cette mosquée. La construction de cette mosquée a pris 8 ans. Elle n'a jamais été dégradée par les pluies. Pour préparer les bancos à la construction, on les mélange avec les légumes du mil. On laisse ce mélange pendant 5 jours. Ensuite, on fait appel à des gaillards pour bien le malaxer avec leurs pieds. C'est pour cela même que la construction ne se fissure pas. C'est Al-Haji Falke Barmou qui a construit la mosquée. Nous étions petits en ce temps. Nous l'avons aidé tout en prêtant attention à ce qu'il fait. C'est un homme très patient et finalement nous avons appris avec lui. Falke a hérité ce métier. Moi-même, je l'ai hérité de mon grand-père. Les gens aiment toujours les maisons en banco parce que, et nous, et nos parents, nous sommes tous nés dedans. Malgré les avis divergents sur la construction en banco, dans chaque poignée de banco, il y a l'empreinte d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Jour après jour, saison après saison, la construction de la mosquée de Yama s'est poursuivie sans interruption. Elle est devenue le symbole de l'engagement profond de toute une communauté. Al-Haji Abou Moussa se souvient encore de l'intérêt que la population a manifesté tout au long de la construction de cette mosquée. Du début jusqu'à la fin de la construction de la mosquée, nous n'avons jamais manqué de matériaux. Ce sont les habitants du village qui les donnaient gratuitement. Tous ceux qui avaient participé aux travaux ne le faisaient pas pour être payés. C'est seulement à ceux qui malaxent le mélange qu'on donnait quelques frais, 500 par exemple. Sinon, nous-mêmes, on a travaillé gratuitement. Témoignage vivant de l'histoire locale, cette mosquée est aussi devenue un lieu d'intérêt pour les visiteurs étrangers.
Zoubairou Ali, guide touristique, se rappelle des moments où les touristes visitaient cette mosquée. Les années passées, nous recevions régulièrement des visiteurs, parmi lesquels des Chinois, des Français et bien d'autres nationalités. Mais aujourd'hui, plus personne ne vient. Ce qui frappait et fascinait les visiteurs, les incitait à découvrir cet édifice, c'était le fait qu'il a été conçu et construit par un homme qui n'a jamais été à l'école et n'a reçu aucune formation en architecture. Sans plan préétabli, il s'est fié uniquement à son inspiration. Aujourd'hui encore, la mosquée de Yama demeure un repère, un symbole architectural et religieux. Abdou Moussa, chef de village de Yama. Cette mosquée de Yama, nous l'avons construite pour la gloire de Dieu. Elle est devenue une véritable référence ainsi qu'une fierté pour le Niger. Des visiteurs venus d'Europe se sont déplacés pour l'admirer. Grâce à elle, notre village est désormais connu bien au-delà de nos frontières, jusque dans des terres lointaines. Aujourd'hui, nous avons besoin que cette mosquée soit électrifiée. Dans un monde en quête de durabilité, l'architecture traditionnelle n'est pas une relique du passé. Elle est une alternative précieuse face aux défis contemporains. Mais pour que les bancos puissent trouver sa place dans les politiques d'aménagement, encore faut-il qu'ils soient reconnus et encadrés. Omar Bambelo, architecte spécialiste en construction traditionnelle. Administrativement, il n'y a pas encore de normes. Si moi, un citoyen lambda, je dis je vais à la banque pour avoir un prêt pour construire un banco, la banque va me dire on ne vient pas avec vous. Parce que tout simplement, c'est un ouvrage en griffe qui n'est pas aux normes et qu'on ne reconnaît pas encore. Ça, c'est une difficulté. Il faudrait que l'administration et tous les acteurs intéressés par la construction en terre se mettent de façon à ce que rapidement on arrive à normaliser la construction en terre et qu'on l'accepte. Un vide juridique reste donc à être comblé. Même si aujourd'hui les bancos n'est pas un souvenir figé dans le passé, pour ces étudiants en architecture, les avis divergent. Monkela Abdelaziz et Sofiano. C'est bien de dormir dans une maison en dur que de dormir dans une maison en banco. Parce que si tu es dans une maison en banco, tous les jours tu es dans des soucis, tu es obligé d'arranger quelque part. Parce que quand la pluie vient, elle est forte. Souvent il pleut par exemple 2-3 jours d'affilée. Et là si tu es dans une maison en banco, c'est vraiment dur. Les maisons en banco, c'est des maisons qui partent avec le temps. Si on est en période de chaleur, les maisons en banco nous donnent un peu de fraîcheur. Donc vous voyez, en fait, ce sont ces genres de moments où nous n'avons pas dans les maisons en dur. Parce que c'est nos ancêtres qui ont travaillé sur l'argile, où on mélange de la paille avec de l'argile pour créer des maisons. Et c'est des maisons qui durent des années, restées sur nos racines. Les bancos est plus qu'un matériau, c'est un art, un savoir-faire, un héritage. Et cette reconnaissance, la mosquée de Yama l'a eu en 1986, quand elle a reçu le prestigieux prix Aga Khan d'architecture marocaine. Le banco est vivant, adoptable et profondément enraciné dans les réalités du Niger, notamment en zone rurale. Une manière de dire que la terre crue, où le banco peut résister à la modernité, en témoigne la mosquée de Yama. Et c'est tout pour la rétrospective en français. Retrouvez tous nos contenus sur notre site www.studiokalangu.org et sur nos réseaux sociaux. Excellent week-end à vous.